il n'y en a plus qu'une derrière celle-là, elle sera en fait en mars. Donc je crois qu'il y aura encore moins de deuxième année, sans doute, c'est le 20 mars. Ce sera sur l'observation des volcans depuis les satellites par M. Pierre Priol, qui est quelqu'un de l'ENS. Donc je vais lui demander comment et donc peut-être certains d'entre vous ont su que normalement Julien Beaufort était encore programmé cette année, mais finalement il ne viendra pas cette année 15 jours. Mais en fait, pour des raisons de films communs avec le conseil des élèves, on sautait une année, il est venu beaucoup de fois, je ne sais pas, oui, vous en première année, vous ne l'avez pas encore suivi, mais ceux qui l'ont, c'est vraiment, c'est vrai qu'il fait des conférences, enfin il faisait des conférences assez spectaculaires, parce que c'était sur la supraconductivité, il faisait des démonstrations en salle, de lévitation, des gens qui ont l'année dernière. Il y a personne qui a écouté la conférence de Julien West. En fait, une des raisons aussi pour lesquelles il préfère peut-être sauter un tour, c'est qu'il est venu vraiment très régulièrement ici à Saint-Louis, à Saint-Louis l'année prochaine, c'est qu'il donne sa conférence qui, cette année, on n'est plus sur la supraconductivité, mais enfin, ça s'appelle Tout est quantique. Donc, ça, quand même, un petit air de familiarité avec. Il va la donner à l'école des mines. Le seul petit problème, alors donc je vous mettrai des affiches pour que vous sachiez quand c'est, parce que je pense que vous pouvez y aller, de toute façon, mais le petit problème c'est que c'est pendant les épreuves écrites de Polytechnique. Cette semaine-là, l'école des mines a plus ces contraintes qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc voilà, alors je suis particulièrement content d'accueillir aujourd'hui Marc Zito, qui travaille à l'INFU, qui est chercheur à l'IRFU, qui est l'Institut de recherche sur les voies fondamentales de l'univers et ses origines. Je pense à la fin. Et donc au CEA, vous savez que le CEA, maintenant c'est le commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc il y a un terme comme ça. Donc à ça il faut savoir que Marco est quasiment, on peut dire, le spécialiste européen des neutrinos. Il n'était pas peur de les cuisiner là-dessus. Enfin, c'est quelqu'un qui a une place importante quand même en recherche, je dirais, au niveau de cette particule. C'est insaisissable. Et l'autre chose, comme vous le savez, vous l'avez peut-être sur la fiche, donc Marco tient une chronique, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, régulière, là, toutes les semaines, tout le monde qui est daté, vous savez, le samedi, là, qui paraît le vendredi, le supplément Sciences et Techno, c'est ça. Donc, je vous recommande vivement, si vous avez l'occasion, d'ailleurs vous en avez au CDI, de regarder ces petits billets là, qui n'ont pas longtemps à lire, mais qui sont chaque fois extrêmement éclairants sur ce que c'est finalement que la vie de chercheur. Je vous encourage vraiment à aller regarder ça toutes les semaines. Voilà, je peux passer la parole. Bien, bonsoir. Donc, est-ce que vous m'entendez? Tout d'abord, merci à M. F pour cette invitation, et aussi pour avoir assisté, parce que parfois c'est pas difficile de trouver un créneau. Donc, vraiment, je suis assez heureux d'être ici ce soir. Donc, moi, je vais vous raconter un peu l'histoire des découvertes autour du neutrino, donc cette particule qui reste encore assez mystérieuse. Donc, tout d'abord, j'ai des transparents, je passerai les transparents, comment on peut avoir un peu une trame des images, mais n'hésitez pas à m'interrompre, de toute façon, c'est pas
voilà, poser des questions, voilà, que vous voyez beau. Donc, mon exposé est donc le plan suivant. Donc, tout d'abord, je parlerai un peu de l'exploration de la matière plus en général, pour situer un peu les contextes. Ensuite, je me plongerai dans la physique il y a à peu près un siècle. Et donc, c'est ce qu'on appelle la préhistoire des neutrinos. Ensuite vient la découverte. Il y a une saga du déficit, qui n'est pas un déficit budgétaire, mais bon, c'est un déficit quand même qui nous a inquiétés pendant une bonne trentaine d'années, donc qui est finalement résolu. Donc ça montre que ça prend du temps, mais la science avance, il y a des découvertes, donc c'est la plus importante. Et je parlerai de l'expérience qui est l'expérience actuelle, faisant point dans le domaine des neutrinos dans lesquels je travaille. Et finalement, je terminerai avec quelques questions qui sont liées aux neutrinos, mais qui dépassent largement et qui on continue un peu cette saga des problèmes différents sur la matière et l'univers. Voilà, donc on commence. Oui, mais bon, il y a un transparent qui a sauté. Donc en fait, j'aurais voulu commencer avec la découverte du boson de Higgs. Peut-être que vous en avez entendu parler. Oui, je vois des approbations. Donc en fait, la découverte du boson de Higgs, c'était pour vous introduire avec le modèle standard. Donc c'est quelque chose dont je vais vous parler. Et c'est pour ça que je vais commencer, c'est intitulé avec un tableau perpendiculaire à l'autre. Donc, en fait, la découverte du boson de Higgs, donc vous avez peut-être déjà lu des exposés là-dessus, donc c'est pas plus grave si on va résoudre. Mais en fait, c'est un peu le couronnement de toute une série de découvertes qui nous ont permis de voyager, d'explorer dans l'intérieur de la matière. Donc, c'est un peu résumé sur ce diagramme. Donc, en fait, c'est déjà les Grecs se posaient la question de quoi est fait le monde. Et donc, ils avaient fait cette hypothèse qui était assez audacieuse pour eux, que le monde soit constitué en fait de petites corpuscules élémentaires. Donc, on pourrait atomes, ça veut dire qu'on ne peut pas les couper. Et voilà, donc ça c'était. Et qu'il y en avait un nombre, mais pas très très grand. Voilà, donc ils pensaient que donc, les transformations de la matière étaient dues à la variation des configurations de ces atomes. Bon, ça c'était très bien. On a mis à peu près 2000 ans en fait pour confirmer cette hypothèse. Mais c'était quand même une belle démarche, parce qu'à la fin, on a vraiment compris que c'est vrai, c'est comme ça. Donc tout ce qu'ils avaient pensé c'était vrai, mais bon, on lui a donné quand même un contenu assez précis. En fait, quand on lui a donné un contenu précis à cette découverte, on s'est rendu compte que en fait, on pouvait aller plus loin et que les atomes eux-mêmes, ils étaient composites, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des objets élémentaires et qu'à l'intérieur de chaque atome, il y avait encore d'autres corpuscules, encore plus petits. On a continué ce voyage avec en essayant de voir l'objet qui est au centre de l'atome, ce qu'on appelle les noyaux. Je parlerai beaucoup dans cet exposé, c'est pour ça que je l'ai introduit. Donc les noyaux, à son tour, c'est composé par des protons et des neutrons. Donc à chaque fois, vous voyez qu'on est en train de progresser très très loin dans l'infiniment petit. Donc les noyaux composés des protons et des neutrons. Et en fait, encore protons et neutrons sont encore une fois composés des quarks. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on a fait. Donc vous voyez, ça nous a pris à peu près 2000 ans à arriver jusqu'ici. Donc en fait, les Grecs, c'est le 7e siècle, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu demander, il y a 2000 ans. Donc après, ça c'est, je parlerai beaucoup de la physique autour de 1900 parce que c'est un peu un grand tournant. Et ça nous a pris
déjà l'année dernière, avec la gouvernance. Voilà, donc d'un tableau périodique à l'autre, pourquoi je dis ça? Donc, parce que déjà il y a une centaine d'années, on avait grâce au progrès de la chimie, on avait découvert le fait que les mondes effectivement constitués d'atomes. Et on savait, si vous avez fait un peu de chimie, qu'il y a des régularités dans ces tableaux, c'est-à-dire, disons, dans certaines colonnes, on retrouve les mêmes propriétés chimiques, etc. Je ne rentre pas dans ces détails, mais ces régularités, bon, quand même, ça laissait penser qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Et en fait, voilà, donc les grands pas donc, qui ont été couronnés avec la découverte du boson de Higgs, c'était découvert que tout ça, en fait, c'est décompose dans une série de particules qui s'agencent, je dirais, dans un nouveau tableau périodique que nous on appelle modèle standard, dans lequel il y a un nombre très petit de particules finalement. Bon, ces particules pour l'instant on dit qu'elles sont élémentaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les résoudre plus, mais ça on n'en sait rien. Et on a aussi des particules qui permettent d'échanger des interactions, donc voilà. Donc je parlerai ça dans les transparents suivants. Et avec ça, c'est quand même assez remarquable. Donc vous avez ici 12 particules, 12 briques là, sur toute la matière qu'on voit autour de nous. Donc les galaxies, les étoiles, les mondes nous-mêmes, voilà. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez profond et je pense qu'on n'a pas fini en fait de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, ces modèles standards, donc, je disais, je vais quand même illustrer un peu. Donc, je disais, ces particules-là, donc c'est les particules qui forment la matière. En fait, toute la matière qui est autour de nous est facilement formée par cette première colonne. Donc cette première colonne, donc, la partie verte, c'est les quarks. Donc vous avez des quarks up et down, que je vous montre ici. Et avec ces deux-là, vous formez des protons et neutrons. Donc vous formez tous les noyaux des atomes. Vous ajoutez les électrons, comme vous voyez ici, et vous avez tout votre tableau périodique, toute la matière pratiquement standard qu'on connaît aujourd'hui. Depuis quelques décennies, en fait, on a découvert qu'il y a d'autres familles, ce qu'on appelle des familles, donc ces autres colonnes, c'est des particules plus lourdes, mais qui se comportent pratiquement de la même façon. Donc déjà ça, c'est un petit indice qui est un peu dérangeant, j'y reviendrai peut-être par la suite. Donc dans chaque famille, on a un neutrino. Et donc un neutrino qui est associé à cette particule qui est l'électron, comme vous connaissez très bien. L'électron a des cousins qui s'appellent les muons, et donc avec son neutrino, les neutrinos des muons, et un cousin qui s'appelle les taux, et avec son neutrino. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui, et je vais essayer de vous montrer comment on a réussi à découvrir tout ça. En plus de ça, il y a ces quatre particules ici, donc qui sont des particules qui nous permettent d'échanger des interactions entre les autres particules. En fait, on a découvert qu'il y a 4 interactions fondamentales. Donc déjà ça c'est assez remarquable, il n'y en a pas plus, c'est un nombre assez petit. Donc 2, vous les connaissez très bien, je pense que c'est le sujet de vos devoirs. Des physiques, donc la gravitation, donc ce qui tient lié à des systèmes solaires par exemple, l'électromagnétisme, donc bon, là on a de la lumière, partout, l'électricité, etc. Il y a une interaction, donc tout ça, donc ça fait partie un peu du monde de la vie quotidienne. Ensuite il y a l'interaction forte, donc c'est qui lie les protons et les neutrons dans les noyaux atomiques. Donc ça reviendra un peu dans l'exposé. Et en fait, l'interaction faible qui est un peu le sujet principal, parce que si par l'interaction faible, on produit les neutrinos. Donc tout ça, c'était un peu pour vous introduire aux connaissances actuelles. Et maintenant, on essaye un peu de remonter dans le temps. On remonte d'une centaine d'années dans le temps. On se replace dans la physique des années autour de 1900.
Donc, on connaissait aussi certaines des quatre interactions fondamentales, donc la gravitation, qui régit les orbites des planètes, et on connaissait aussi les équations de l'électromagnétisme. Peut-être que vous avez entendu parler des Maxwell, peut-être que ça fait partie de vos sujets d'études. Et donc, la lumière thermique. Et donc, ce qu'on appelle la physique classique. Donc, ça, c'était assez bien connu. Alors, la question était, qu'en restait-il à découvrir? Voilà, est-ce que la physique est finie? Par ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, bon, on a découvert les modèles standards, peut-être que la physique est finie, c'est-à-dire qu'il suffit juste de continuer à faire quelques mesures de précision et finalement, on a découvert tout ce qu'il fallait découvrir. Et effectivement, c'était la position d'un monsieur très connu, donc c'était les physiciens, un peu c'était l'époque de la physique de l'époque, il n'avait pas encore démissionné, et donc il s'appelle Lord Kelvin, et qui était vraiment un personnage. Donc, il disait, il n'y a aujourd'hui rien de nouveau avec le physique, tout ce qui reste, c'est des mesures de plus en plus précises. Voilà, donc c'est une perspective pas très excitante si on est un étudiant, c'est-à-dire, bon voilà, il faut juste faire des petites mesures de plus en plus précises, autant faire de la biologie ou autre chose, ou bien faire. Mais il y avait quand même certains détails qui clochaient à l'époque. Et il y avait déjà, en fait, depuis quelques décennies, un débat entre les deux grands personnages, donc Kelvin, vous voyez à gauche, et Darwin à droite. C'était les débats sur l'âge de la Terre et du Soleil. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais bon, à l'époque, c'était vraiment, ça effrayait les critiques. Parce que donc Kelvin, donc sur la base de ces équations de la physique classique qu'il maîtrisait très très bien, c'était un excellent physicien. Il ne faut pas le mais c'était un excellent physicien. Mais il disait, bon bah, avec ce qu'on connaît, l'âge du Soleil, de la Terre, ne peut pas être qu'une vingtaine de millions d'années. Bon, ça ne dit pas grand-chose, mais quand ceux qui s'occupaient un peu de biologie et de géologie disaient, bah, avec ça, on n'arrive pas à expliquer la formation des montagnes, des continents, et surtout la formation des espèces par l'évolution, qui prend, elle, un temps beaucoup plus long. Donc, en fait, c'était un débat très animé, un peu, s'échapper un peu de ces gens-là, parce qu'en fait, il n'y avait pas un débat seulement des physiques. Bon, il y a la science, mais ça se mêlait avec de la philosophie, de la religion. Donc, voilà, c'était un débat assez animé. Et en fait, juste pour la petite histoire, apparemment, il a fallu du temps pour que les premiers physiciens osent dire à M. Kelvin, bon, que peut-être qu'ils s'étaient trompés, parce que bon, voilà, les gens hésitaient vraiment à s'élever contre un tel géant. Donc, en fait, deux solutions, soit la géologie à travers l'évolution était fausse, soit il y avait des nouvelles formes d'énergie. Alors là, on change un peu des décors et on passe, on vient, donc là on était plutôt en Angleterre, là on vient à Paris. Donc à Paris, pendant ces temps-là, il y a des savants qui s'intéressent comme toujours à des choses curieuses, à des détails qui paraissent complètement insignifiants. Voilà, donc ça c'est un peu une particularité des chercheurs. Et donc ils s'intéressaient donc à des matériaux qui étaient phosphorescents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une montre qui vous l'exposez à la lumière et après dans l'obscurité, voilà, vous voyez encore un peu l'heure qu'il fait. Voilà. Bon, on dit bon, on ne va pas très loin avec ça, je dis on ne va pas. Et là, donc en fait, pas loin ici, donc il y avait un monsieur qui s'appelait Henri Becquerel, donc qui venait d'une lignée des physiciens et qui, en jardin de plantes, donc s'amusait avec ces petites expériences. Et donc, vous les voyez là avec des mesures. Et en fait, ces expériences de phosphorescence, bon, alors c'était pas des expériences comme on fait en physique des particules aujourd'hui. C'est-à-dire que ça avait la taille, voilà, là, il y avait des plaques photographiques, il y avait des petits tubes, donc vous avez ces selles là, vous voyez ici. Et en fait, ça tenait dans un tiroir. Donc, en fait, c'est assez important parce que
on pense aujourd'hui que, bon, voilà, les physiciens, par exemple, peut-être qu'à la fin de l'exposé, vous allez me demander à quoi servent les neutrinos. Bon. Et c'est un peu la question à M. Becquerel, on a pu dire à quoi ça sert votre phosphorescence, monsieur, je veux dire, vous êtes complètement marginal. Et ben, oui, mais peut-être, mais finalement, vous allez voir que ce n'est pas si marginal. Donc, en fait, un jour, donc à l'Île-de-France, vous voyez, on a quand même de la chance parce qu'il fait souvent pas beau, hein, il y a des nuages. Et c'était une chance inouïe là, pour cette découverte, parce que en fait, la phosphorescence, ça marche quand vous exposez votre matériau au soleil, et ensuite il remet de la lumière pendant une dizaine de minutes. Mais là, ces nuages vont donc pas d'émaner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met il range son matériel, sa plaque sur celle d'uranium, dans les tiroirs. Et il range dans les tiroirs, bon, il dit, ok. Ben là, il a une espèce d'intuition géniale. C'est-à-dire qu'il s'est dit, après quelques temps, il dit, bon, ben, je vais quand même développer ma plaque photo. C'est-à-dire, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que c'est un bon expérimentateur, il s'est dit, comme en principe il n'y a pas de phosphorescence, je devrais avoir rien. Et donc je fais une mesure de sensibilité, c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas un bruit ou quelque chose, donc je vois quel est le niveau de sensibilité de mon instrument. Sauf qu'il voit des images. Là, c'est une image qu'il a faite quelques temps après, en interposant un objet entre ses selles et sa plaque. Donc vous voyez ici une espèce de croix qui est dessinée par le fait que sa plaque métallique avait arrêté quelque chose qui était en train d'impressionner sur sa plaque photographique. Donc, bon, là, c'est une découverte assez fondamentale qui lui vaudra par ailleurs les prix Nobel, moins d'une dizaine d'années après. Et donc, ça, c'est quand même une grosse découverte parce que ça, c'est la première fois qu'on voyait une radioactivité, donc des phénomènes qui sortaient du cadre dont je vous ai parlé, du cadre de la physique classique. Donc en fait, des signes suivants, je ne peux pas suivre les fils parce que c'est quand même très très riche, donc ça avance à une cadence assez incroyable, et donc on arrive à comprendre on voit les différents types de radioactivité, les différentes particules qui sont émises. Et donc, en particulier, on arrive à comprendre différents composants de l'électron. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais, donc ça, c'est juste pour clore sur la question. Donc, tout ça, ça a mis quand même en pièce l'idée qu'il n'y avait plus rien à découvrir. En fait, il y avait des mondes, des univers à découvrir. Donc là, je commence un peu la préhistoire du neutrino. La préhistoire du neutrino commence exactement avec des types des radioactivités que Becquerel a découvertes, qui s'appelle radioactivité de type bêta. Dans cette désintégration, je prends un exemple, c'est un peu ce qu'on dirait aujourd'hui. Donc il y a un certain atome, donc ça c'est un atome, ça s'appelle le tritium, donc en fait c'est une variante d'un atome d'hydrogène. Donc, ça c'est dans l'état initial, et donc, spontanément, il y a une transformation, donc c'est ce qui a fait Becquerel, dans lequel un de ces deux électrons devient un proton. Donc, c'est pour ça que Z augmente, là, plus lent. Donc, ça c'est un noyau d'hélium, et il y a un électron. En fait, c'est les électrons qui ont impressionné la plaque de M. Becquerel. Ici, donc, vous connaissez tous cette formule donc, on sait calculer quelle doit être l'énergie cinétique de cet électron. Elle est liée aux masses dans l'état initial de l'état final. Donc, selon cette équation, c'est une des rares équations dans mon exposé. Et donc, on voit tout de suite que l'énergie de cet électron, si le schéma de la réaction est le suivant, elle doit être fixe. Bon. On fait l'expérience, ça vient à ce moment-là mesurer les énergies, et on voit en fait que l'énergie qu'on s'attendait à être fixe, donc quelque chose de C3 ici à cette énergie maximale, en fait, s'étale, donc c'est quelque chose on observe une distribution continue. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui interpelle les chercheurs.
Parce que donc on avait ce principe de la conservation de l'énergie. Donc avec Lavoisier, en fait, les Grecs, on savait qu'il y avait ces paires et ces traits qui se transforment. Donc ça c'est un peu un principe. Donc on étudie cette transformation des matières et énergie. Et la question que je laisse si la philo vous tente, est-ce que si on abandonne ces principes, on peut comprendre les autres? Bon, ceci dit, il y avait des physiciens qui étaient tellement choqués par ce qui se passait, et donc un des meilleurs physiciens de l'époque, dans l'histoire, qui était prêt à abandonner les principes de la conservation de l'énergie. Ou alors, on faut postuler quelque chose qui se passe quelque chose d'étonnant, et donc une nouvelle particule. Et donc, un jeune physicien de l'époque, Wolfgang Pauli, physicien autrichien, dit bon, moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, et il postule l'existence d'une particule neutre qui est produite avec l'électron. Voilà, donc ça c'est un peu la préhistoire du neutrino, l'hypothèse, on va dire. Et donc, vous voyez, si vous mettez l'énergie du neutrino ici, bon, voilà, vous pouvez réconcilier ce qui n'était pas cloché avant. Bon, donc en fait, même si c'est une hypothèse, on sait quand même pas mal de choses sur cette nouvelle particule, c'est-à-dire qu'elle devrait être neutre, on voit les charges avant et après, le spin, c'est une particularité des particules que je ne peux pas vous parler, mais bon, et en fait, elle doit être très légère, donc on sait déjà pas mal de choses. Mais en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que Pauli est assez gêné. Déjà, il publie même pas son hypothèse, contenu dans une lettre de conférence, et il dit j'ai fait quelque chose d'assez mauvais, aucun physicien ne devrait faire ça, parce que cette particule, personne ne pourra la détecter, parce qu'elle est neutre, et parce qu'elle interagit assez faiblement, comme on verra. Et ça, c'est d'autres théoriciens ingénieurs qui disent on ne pourra jamais sortir de truc. Mais physique, il ne faut jamais dire jamais. Et donc, quelques années plus tard, un physicien italien, Fermi, lui propose une théorie. En fait, ça, c'est un peu. On commence à passer de la préhistoire à l'histoire, parce que là, derrière, donc moi, je ne mets pas toute l'équation, mais derrière ces dessins, donc, en fait, il y a une théorie. Il y a une théorie qui permet de calculer ce qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est le schéma de la circulation bêta. Donc, il y a un neutron qui devient un proton en émettant un électron et un neutrino. Donc, voilà ce qui se passe. Mais en fait, une fois qu'il a fait sa théorie, donc sa théorie assez générale, elle permet de calculer d'autres réactions. Donc, par exemple, une réaction dans laquelle, dans l'état initial, on a un neutrino et un proton. Et dans l'état final, on a un neutron, un cousin, enfin, des cousins d'antimatière et d'électrons, on appelle un cousin. Bon, donc on arrive à calculer tout un tas de choses, donc c'est une théorie assez quantitative. À noter que l'article est rejeté parce que, basé sur des spéculations trop magnétique, etc. Donc ça montre que, bon, voilà, c'était un article assez novateur pour le moment. Donc en fait, ici j'ai fait une petite aparté, parce qu'on commence à rentrer dans une théorie qui devient quantitative, et depuis quelques décennies, en fait, on étudie la structure de la matière avec la fusion. Il y a quelque chose, ça va? C'est très bien. C'est bien? Oui, non, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si, monsieur, je n'ai pas compris, voilà, aucun problème. Hein. Donc, alors là, j'ai fait une petite digression sur la diffusion. Donc, en fait, à partir de l'expérience classique d'un monsieur qui s'appelle Ford, on étudie la structure de la matière en envoyant un projectile sur une feuille de matière, par exemple. Et donc, voilà. Et il y a quelque chose, un concept qu'on commence à voir, c'est celui des sections efficaces. C'est-à-dire, on dit section efficace est une espèce de surface effective que chaque particule ou atome ou noyau sur lequel le projectile pourrait interagir, c'est la surface qui est utile pour qu'il y ait une interaction. Donc, si vous avez une certaine distance, disons maximum, auquel on peut avoir cette interaction, c'est avec les disques donnés par ces séries. Donc,
tout ça, c'est pour vous expliquer qu'avec les théories des Fermi, les théoriciens s'y jettent dessus et savent parfaitement calculer les sections efficaces, c'est-à-dire la probabilité qu'un neutrino puisse interagir dans la matière. Et il se trouve, donc je ne vais pas vous lire tout ça, mais en fait il se trouve que les sections efficaces pour un neutrino sont 20 ordres de grandeur inférieures à celles des autres particules. Autant dire que pratiquement, c'est pour ça qu'ils disent on ne pourra jamais détecter un neutrino. Bon, en fait, juste pour vous dire, on a des neutrinos par exemple qui viennent du Soleil, qui nous traversent en ce moment même dans un nombre très grand donc les neutrinos. Et donc pour les arrêter, par exemple, il faudrait interposer entre nous et le Soleil plusieurs années-lumière des plombs pour les arrêter. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même pour les neutrinos, le monde est pratiquement transparent. Bon. Donc, d'autres petites digressions en fait sur l'énergie nucléaire. Je vous avais dit que les noyaux protons et neutrons sont liés ensemble. Et en fait, c'est juste pour vous dire que l'énergie avec laquelle ils sont liés va dépendre de la taille du noyau, donc le nombre A, donc des nucléos, et que donc si il y a un noyau ici qui est le noyau de fer, qui est à peu près au maximum. Donc en fait, vous pouvez tirer de l'énergie, soit en assemblant des noyaux tout petits élémentaires pour en faire du fer, ce qui se passe dans la fusion nucléaire, soit en prenant des noyaux très lourds dans les cassants. C'est ce qui se passe dans la fission. Et ça, c'est pour vous donner des concepts que j'utiliserai par la suite. Donc ici, maintenant, on passe à la découverte de neutrinos. Donc, pour les détecter, on très vite qu'il faut une source des neutrinos très intense. On est aux États-Unis, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, et en fait, les physiciens, certains se posent même la question s'il ne fallait pas utiliser une bombe nucléaire qui, à elle, justement, allait émettre une quantité gigantesque de neutrinos pour pouvoir les détecter. Bon, à l'époque, en fait, parce que j'ai juste un petit côté historique, c'est que la physique aux États-Unis démarre très rapidement parce qu'il y a un grand nombre des physiciens, donc Fermi et beaucoup de physiciens en fait allemands qui ont fui le nazisme et donc sont allés aux États-Unis, Einstein et d'autres, et c'est eux qui vont vraiment faire démarrer ces secteurs là-bas. Donc il faut un détecteur très massif et, si possible, on verra ça par la suite, un détecteur souterrain parce qu'en fait, il y a de la radioactivité naturelle, en fait, ce qu'on appelle des rayons cosmiques dont je vous parlais, qui donnent des réactions parasites et qui empêcheraient de voir les neutrinos. En fait, Fermi, qui est un des pères de la bombe, en fait, aussi celui qui a fait diverger les premiers réacteurs à Chicago. Et donc, c'est pour ça qu'il conseille aux physiciens d'utiliser plutôt une source de neutrinos plus constante qu'une bombe, et peut-être moins dangereuse, manipulée, donc un réacteur nucléaire. En fait, je vous ai dit que dans un réacteur, vous produisez de l'énergie en cassant des noyaux très lourds, donc par exemple de l'uranium. Et vous voyez ici que quand on le casse, on produit deux fragments. Et ces fragments, en fait, après, c'est par des intégrations bêta, donc en produisant des neutrinos, on va les retrouver sous deux noyaux stables, donc celui-ci, zirconium et sodium. Et donc, si vous faites un les comptages, on ne va pas tous s'amuser à le faire, mais il y a un excès de neutrons. Donc, il doit y avoir des intégrations bêta, et un moyen, donc, si les neutrons doivent se transformer en protons avec émission des neutrinos. Bon, donc ça c'est à la base. Donc, quand vous prenez un réacteur typique, donc lui, il a une puissance quand même assez considérable, 3 gigawatts thermique. Et donc, si vous faites les calculs avec l'énergie qui est libérée par la fission, etc.,
etc., vous avez trouvé une source extrêmement brillante des neutrinos. C'est pour ça qu'on peut faire des expériences auprès des réacteurs. Par ailleurs, il y a un réacteur en France qui est le réacteur des chauds, où il y a l'expérience actuellement en cours pour les fondages et neutrinos. Les principes de la détection, donc je vous l'ai déjà donné, donc on prend donc, les neutrinos, qui a c'est un proton, donc les neutrinos, on ne peut pas les détecter tout seul, mais une fois qu'il a interagi, même si la session efficace, comme je vous ai dit, est très faible, on peut détecter ces particules dans l'état final. Et en fait, donc vous voyez ici le schéma un peu simplifié. Donc si un neutron, ça c'est la désintégration bêta de l'éclair, et ça, donc c'est le processus qui est un peu lié dans lequel vous avez dans l'état final, donc un positron et un neutron. Donc les positrons, ils s'annihilent avec d'autres électrons qu'on trouve dans la matière autour, et donc il émet deux rayons gamma, donc ça c'est le premier signal assez net. Et ensuite, ces neutrons aussi, si on est malin, on arrive si on met les noyaux des bonnes probabilités dans la matière, donc on sait aussi les détecter parce que les noyaux peuvent les capturer en émettant un point de la radioactivité, donc un autre détecteur de lumière. Donc la coïncidence avec ces deux signaux assez forts et c'est un signal, notre signal retardé, nous constitue donc un principe assez fort pour la détection, même si les nombres est assez faible. En fait, voilà une équipe donc, dans les années 50 qui a réussi à cette détection. Donc, vous voyez les nombres, ils arrivaient à avoir 4 événements, 4 interactions des neutrinos par heure. Et en fait, notre astuce, c'était qu'ils pouvaient voir la différence entre les taux de comptage à réacteur en marche et à réacteur arrêté. Voilà, donc ça c'est 25 ans après, donc c'est la découverte de neutrinos. Bon, voilà, donc vous avez découvert le neutrino, donc il faut que vous voyez un autre transport chimique qui manque, mais c'est pas grave. Donc en fait, les deux personnes, Alex et Kao, sont très contentes, donc ils les envoient un télégramme à Pauli, et donc ils nous disent, en expliquant, ben voilà, on a découvert le neutrino, quand même, ils étaient assez fiers, et Pauli donc, leur répond, ah bah, voilà, excellent, et il dit, tout vient à celui qui sait attendre. Voilà, donc je pense que c'est une belle phrase. Lui, il a attendu 25 ans entre son hypothèse et la découverte. Je pense que c'est bien parce que ça montre que bon, quand on fait des choses intéressantes et importantes, je pense que voilà, c'est sur les longues périodes qu'on les juge, qu'on les juge, voilà, il faut s'engager un peu sur le long terme. C'est ce qu'on fait un peu de la science. Donc, en fait, le deuxième chapitre, c'est sur ensuite les physiciens qui commencent à s'intéresser à d'autres sources intenses de neutrinos. Et les sources intenses, je vous ai dit, c'est les soleils. Parce que dans les soleils, il y a des processus donc, de fusion. Donc, c'est un énorme réacteur de fusion. Et donc, l'énergie du soleil, donc, dont on parlait avec Kelvin et Darwin, en fait, ne vient pas comme Kelvin pensait de l'effondrement gravitationnel du Soleil, ce qui lui a donné une vie assez courte, mais vient de la fusion. Donc avec une source d'énergie beaucoup plus longue, c'est pour ça que les soleils brillent depuis des milliards d'années. Voilà. Grâce au Soleil, grâce à la fusion qu'on a de temps en temps, on a ici un peu de Soleil, et à la base, donc vous prenez des atomes d'hydrogène, des protons, et vous en fabriquez donc, par un processus de fusion donc, des noyaux plus compliqués dans lesquels vous avez produit de l'énergie et vous produisez aussi partie de l'énergie du soleil. En fait, ça va être sous forme de neutrinos que vous voyez ici. Donc il y a des applications d'état qui produisent des neutrinos. Donc c'est pour ça qu'après avoir observé des neutrinos des réacteurs, les physiciens se sont intéressés aux neutrinos du soleil. Donc, en particulier, donc, avec un réacteur, un détecteur donc assez important, souterrain,
dans lesquelles c'est une autre réaction, donc c'est une transformation d'un atome de chlore en atome d'argent. Par ailleurs, c'est un détecteur assez massif, donc c'est 600 tonnes, dans lesquels il y avait pas beaucoup de. Ils ont aussi calculé combien de neutrinos s'attendaient, et c'est quelque chose d'assez rare, quelques atomes qui sont produits par jour. Donc, en fait, ils étaient assez contents quand le détecteur a commencé à produire des résultats. On était dans les années 70. Et en fait, ils ont continué à ces comptages pendant presque une trentaine d'années. Mais alors ici, le problème, c'était que les taux attendus étaient très inférieurs aux taux mesurés. Non, en fait, les taux attendus étaient très supérieurs. C'est-à-dire qu'on comptait 30% des neutrinos que l'on s'attendait. Donc là, c'est un peu de la douche froide, c'est-à-dire qu'on pensait avoir tout compris des neutrinos, une belle théorie quantitative, la découverte, etc. Mais il y a des neutrinos qui manquent. Donc là, il y a deux solutions un peu radicales. Soit le Soleil ne se comporte pas comme on pense, à température différente, etc. Ou bien il arrive quelque chose, un neutrino, entre les centres du Soleil. On commence à s'intéresser aussi, je vous ai parlé des rayons cosmiques, à notre source des neutrinos qui sont des neutrinos qui viennent d'interaction des particules de haute énergie dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle des rayons cosmiques. Donc il y a des protons qui interagissent très très haut dans les couches supérieures, donc produisent une espèce de pluie de particules dans lesquelles on retrouve des neutrinos. En fait, on peut noter qu'on produit des neutrinos de type électron, des neutrinos d'un autre type qui est des neutrinos mu. Bon. Donc, les Japonais, dans les années 80, ont construit un grand détecteur souterrain, donc c'est un peu un des protagonistes de cette histoire, donc ça s'appelle Super Kamiokande, donc qui est sous 1000 mètres de roches. Et donc, c'est une énorme tank de 40 mètres de haut et 40 mètres de large, à peu près, rempli d'eau ultra pure et regardé par 10 000 photomultiplicateurs, c'est une espèce de détecteurs de lumière. Et donc, ils ont commencé à regarder les rayons cosmiques. Donc, voici un détail de l'image de la construction du détecteur, pour se donner une idée de l'échelle de cet appareillage. Donc, ils sont en train de monter des photomultiplicateurs sur ces petits bateaux. Donc, pour déterminer un peu l'atmosphère, comme on parle de l'eau, voici les principes de détection. Donc, en fait, vous avez tous vu le canard nager, et vous voyez que si les canards nagent plus vite que la vitesse de propagation des eaux, donc à la surface de l'eau, il y a un fond d'onde comme ça qui se forme avec un angle caractéristique. Donc, ça se propage comme ça, avec cet angle caractéristique. Donc, en fait, ça, c'est un phénomène assez général. C'est-à-dire que vous avez les mêmes phénomènes quand un avion supersonique passe près de nous, donc il produit, vous savez, cette onde sonore assez désagréable. Bon, dans l'eau, c'est la même chose quand, dans le milieu électrique, ce qu'on appelle, c'est la même chose quand on a une particule chargée qui voyage, qui se propage plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc, ce qui se passe, donc, l'interaction des neutrinos peut produire, par exemple, un électron en muon, selon un schéma qui est à peu près celui que je vous ai déjà parlé. Et donc, après, on peut détecter, donc, si cet électron, ce muon, se propage donc, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière milieu, donc on a la propagation, un peu comme pour le canard. Donc, vous voyez ici un front d'onde. Qu'on va détecter comme un anneau de lumière. Et c'est une lumière, donc, une couleur assez particulière, plutôt sur le bleu, qu'on appelle lumière Cherenkov. Donc, des physiciens qui a découvert ce phénomène. Donc, voici les principes de détection des supercaméras. Donc, un neutrino
venant du Soleil ou venant de l'atmosphère interagit dans l'eau, produit un électron ou un muon, et ensuite il y a ce tour de lumière qui se propage et qui donc donne ces figures caractéristiques, donc avec ces anneaux qu'on voit ici, et qui donc c'est un des plus beaux détecteurs de neutrinos qu'on ait fait, parce qu'entre autres, on arrive à comprendre quelle est la direction des neutrinos. Et ça c'est important parce que c'est le premier détecteur qui en fait nous a permis de voir en direct les neutrinos qui viennent du Soleil. Donc vous voyez ici l'angle par rapport au Soleil. Donc vous voyez ici cette accumulation-là, si on veut, aux neutrinos solaires. Donc ça a permis de confirmer les déficits. Et en fait, l'autre belle confirmation, c'est le fait que les nombres des neutrinos qui viennent du Soleil varient en fonction de la saison. Parce que la Terre n'est pas une orbite circulaire, mais légèrement elliptique, donc la distance Terre-Soleil varie légèrement pendant l'année. Et donc ça, c'est quand même une belle confirmation qu'on voit un signal qui est vraiment lié sur le Soleil. Mais on a donc aussi une étude assez poussée des neutrinos atmosphériques, où en fait on peut voir les neutrinos, à la fois ceux qui, comme on voit la direction, il y en a, donc on imagine d'être sous terre, donc il y a des neutrinos qui donc pleuvent du ciel, comme ça, qui passent comme ça, et aussi il y en a des neutrinos qui montent, c'est-à-dire des neutrinos qui ont traversé toute la Terre, qui viennent interagir dans l'eau, et donc donnent un monde à notre sens. Et donc en étudiant ces deux cas, donc avec des longueurs de propagation très différentes, on voit qu'il y a un déficit pour ceux qui viennent du haut. Donc vous voyez ici, donc ça c'est des nombres mesurés, ça c'est des nombres attendus. Mais par contre, il y a un bon accord pour les neutrinos qui viennent du bas. Donc ça donne quand même l'énigme, elle est pratiquement résolue à ce moment-là. Donc je vous explique comment. En fait, on est resté plusieurs décennies avec ces mystères, donc les neutrinos solaires et atmosphériques. Et la solution, en fait, vient d'un phénomène un peu compliqué, qui est celui des oscillations des neutrinos. En fait, selon la mécanique quantique, à chaque particule correspond une onde, avec une fréquence particulière qui est liée à sa masse. Si un neutrino maintenant, on ne lui associe pas une onde particulière, mais deux ondes qui ont des fréquences voisines mais pas identiques. Quand ces deux ondes se propagent, on voit des figures un peu spéciales qu'on appelle des battements. Et donc, on peut interpréter ces schémas en disant qu'il y a effectivement deux types de neutrinos qui sont associés à neutrinos du muon. Et quand vous le produisez, donc, vous le produisez comme neutrinos du muon, mais il y a ces deux particules qui commencent à se propager, et vous voyez donc une espèce de transfert, à un moment donné, vous voyez plus des neutrinos d'un autre type, là c'est le neutrino des cryptos, jusqu'à une disparition pratiquement complète des neutrinos du muon, et ensuite ça recommence. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'oscillation. J'ai une petite explication complémentaire par la suite, mais ça c'est à peu près l'explication la plus simple. Donc, le fait que le neutrino n'est pas lié à une particule, mais à deux particules, et qui est chacune avec sa masse. Donc, si ce schéma est vrai, ça veut dire que, en fait, la variation qui explique le déficit des neutrinos ou les neutrinos solaires atmosphériques est donc liée à la distance parcourue. Et donc, c'est l'expérience au Japon qui s'appelle Countdown, qui est une expérience souterraine, un peu comme celle de la découverte de neutrinos, on va dire, comme principe. Et en fait, cette expérience, on sait maintenant que c'est très bien qu'il n'y a pas de réacteurs nucléaires partout. Et en fait, ça se trouve, ils ont placé ces détecteurs à une distance qui est en moyenne de l'ordre de centaines de kilomètres.
Et vous voyez ici donc les données enregistrées par ces détecteurs en fonction, bon, c'est pas exactement la longueur, mais c'est la longueur divisée par l'énergie, qui est donc la bonne variable pour voir cette oscillation des neutrinos. Et vous voyez ici qu'il y a en fait cette confirmation assez éclatante de ces phénomènes. Donc par cela, on a découvert, donc ça c'était une dizaine d'années, que les neutrinos en masse, et une masse qui est entre 1 million et 1 milliard de fois plus faible que les autres partenaires, cette espèce de nouveau tableau périodique qu'on appelle système modeste. Donc je parle maintenant encore 5 minutes. 5 minutes, j'ai conclu. Donc, l'expérience de la PETA actuellement, c'est l'expérience au Japon, qui utilise bien sûr les détecteurs supercamikaze, mais cette fois-ci avec un faisceau de particules. Et donc, en fait, on utilise la propriété que les neutrinos ne sont pas absorbés par la Terre, par exemple, dans la matière qui traverse. Donc, on tire les neutrinos avec un petit angle qui s'enfonce vers les bas. Et donc, ils vont ressortir, comme la Terre est ronde, ils vont ressortir, si on a calculé bien l'angle, à quelques dizaines, centaines, ou milliers de kilomètres, selon l'angle sur lequel on a tiré. Donc, nous, on les tire pour arriver à ce supercamikaze, donc il y a 300 km là. Comment on fait un faisceau de neutrinos? En fait, il faut d'abord accélérer un faisceau de protons. Et donc, vous voyez ici un exemple, mais c'est quelque chose qui est assez similaire à ce qui se fait au CERN, par exemple, pour le programme de Obélix. Donc, ça, c'est une technologie qu'on maîtrise. On les fait, on les envoie sur une cible, donc un bloc de matière. On produit cette espèce de particules, un peu comme dans l'air cosmique, et un peu comme dans l'air cosmique. Donc, il y a des faisceaux qui se forment, qui après, traversent la Terre et sont détectés. Sur celle-ci, c'est juste pour vous dire que donc, avec mon équipe, nous avons construit un détecteur des neutrinos pour voir les neutrinos avant qu'ils oscillent. Et donc, nous avons donc construit des grands détecteurs pour les particules chargées. Et donc, vous voyez ici ce qu'on appelle une cible instrumentée, c'est-à-dire que l'interaction des neutrinos, les faisceaux des neutrinos arrivent par la gauche. Et ça, c'est chacune de ces images, c'est un peu comme un cliché d'une interaction des neutrinos. Donc, qui a lieu dans cette cible, vous voyez ici des petits points, donc c'est la phase qui commence, la particule chargée qui commence à sortir. Donc, chaque fois, j'ai mis des diagrammes un peu caractéristiques. Donc, ça nous permet d'étudier ces interactions et leurs sections efficaces. Donc, il ne sont pas évidentes. En fait, on a un pouvoir direct des oscillations des neutrinos parce que on place donc ici il y a la production avec la cible, les faisceaux, donc supercamikaze à 300 km là. Donc on se place de façon à qu'il y ait une disparition totale des neutrinos de ce type. Et donc vous voyez ici les nombres de neutrinos qu'on a observés. Donc c'est une disparition presque totale, donc ça permet vraiment d'observer directement l'oscillation des neutrinos et d'en mesurer les paramètres de façon très précise. En fait, on a fait cette expérience pour une autre raison, c'est-à-dire qu'il y a non seulement, je vous ai parlé de 3 types de neutrinos, il y a une petite apparition aussi du 3e type de neutrinos, les neutrinos et les électrons, et c'est ce qu'on a vu avec ces poignées d'événements, qui était en fait la grande découverte de cette expérience qui a permis de confirmer l'état de neutrinos. Donc en fait, maintenant, avant de terminer l'exposé, je parle de 2 petits détails qui clochent aujourd'hui, parce qu'il pourra toujours y avoir un autre équipe qui nous dise bon, maintenant, il faut juste mesurer les bosons de Higgs ou ces petites particules de façon plus précise, mais il n'y a plus rien à découvrir. En fait, il y a 2 gros points qui clochent. Le premier, c'est peut-être le plus inquiétant, ça s'appelle la matière noire. Donc en fait, c'était découvert dans les années 30. Et ça a été confirmé par la suite par un assez grand nombre d'expériences. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de bonne explication
fait, c'est découvert en regardant les galaxies. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un amas de galaxies, c'est-à-dire une espèce de système solaire des galaxies. Donc un système dans lequel il y a une grosse galaxie au milieu. Et donc on mesure la vitesse de rotation de ces galaxies donc, autour d'elles, liées par l'attraction gravitationnelle. Bon, jusqu'ici tout va bien, c'est un peu comme le système solaire. Or, déjà Kepler a trouvé des lois qui lient donc la distance par rapport au Soleil, la vitesse de rotation, etc. Et en fait, quand on connaît la masse qu'il y a à l'intérieur, on peut dire qu'il doit être la vitesse que le corps reste à l'orbite. Et bien, quand on fait ça, donc on met un diagramme, la vitesse de rotation de ces galaxies, en fonction du rayon, on se trouve donc que, et on regarde la masse qu'il y a à l'intérieur, on devrait avoir une distribution qui est comme ça. Mais on voit des galaxies qui continuent à tourner très très vite, comme s'il y avait beaucoup de matière à l'intérieur que nous n'avons pas vues, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de lumière. Donc, ces courbes de vitesse de rotation montrent que presque 90% de la masse, en fait, existe là-dedans, mais sous des formes que nous ne connaissons pas. Donc, on fait l'hypothèse qu'elle constitue des matières noires, donc, probablement des nouvelles particules que nous n'avons pas encore découvertes. Donc, ça, c'est une première chose assez inquiétante. Mais bon, on peut dire inquiétante, mais on peut dire aussi assez excitante. C'est-à-dire que si nous connaissons, en fait, on a affiné depuis les mesures, on a vu qu'il y a de la matière noire et de l'énergie noire, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais grosso modo, ce qu'on connaît, donc le tableau périodique, les systèmes, les modèles standards, etc., c'est très bien, et ça représente que 3 à 4% de tout ce qui existe dans l'univers. Voilà, donc il y a de quoi faire pour découvrir les 95% qui restent. La deuxième question, c'est d'où vient la matière. En fait, c'est notre type de question, et on ne connaît pas beaucoup la réponse. En fait, on sait que les Big Bang a créé matière-antimatière en quantité égale. On fait des grosses soupes dans lesquelles vous créez tout ce qui peut exister. Mais quand l'univers se refroidit, donc matière-antimatière se sont alignées. Donc ça fait des grands éclairs à partir de lumière. Mais quelque part, il a dû avoir un excès des matières par rapport à l'antimatière. Et c'est petit excès qui explique pourquoi nous sommes là. C'est parce que en fait, nous sommes constitués par ce petit excès qui a un peu survécu à cette plus grande annihilation. Et les neutrinos pourraient être à l'origine de cette asymétrie. Voilà, c'est pour ça que j'étudie les neutrinos. Donc j'ai bien une conclusion. Donc au cours d'un siècle, nous avons vu que les neutrinos étaient liés à plusieurs énigmes. Certains ont été résolus. Par la combinaison, je dirais, des hypothèses très audacieuses du point de vue théorique et des recherches du point de vue expérimental assez astucieuses avec des méthodes novatrices, des découvertes étonnantes, et on voit qu'il y a d'autres énigmes comme la matière noire et l'origine de la matière qui sont toujours là. Et bon, je pense que c'est du temps sur la planche pour la prochaine génération des jeunes chercheurs. Voilà, merci pour votre attention. Développer la notion d'antimatière. Oui. En fait, l'antimatière, oui, ça mériterait un exposé, en fait. Donc, l'antimatière, elle est sortie tout d'abord d'une équation. Donc, il y avait un théoricien qui s'appelle Dirac qui regardait les équations avec lesquelles on peut décrire la matière, donc au niveau de la mécanique quantique, et il s'est rendu compte qu'il avait des solutions bizarres. Il avait des solutions dans lesquelles
l'énergie, au lieu d'être positive, était négative. Donc il s'est gratté la tête pendant un bon moment sur ça, jusqu'au moment où il a dit, bon bah voilà, donc ça veut dire que, et c'était symétrique, c'est-à-dire que quand il avait une particule avec une certaine masse, et donc avec une certaine relation avec l'énergie, etc., donc il y avait une solution correspondante donc avec l'énergie négative. Et donc jusqu'au moment où on s'est dit, bah, ça doit être quelque chose qui existe, donc ça doit être... donc c'est de là d'où vient l'antimatière, parce qu'en fait, l'antimatière existe depuis, en fait, ça a été découvert et confirmé. Et ce qui est assez intéressant à dire, c'est qu'elle a les mêmes caractéristiques, donc les mêmes nombres quantiques, etc., que la matière, sauf renversée, c'est-à-dire vous prenez un électron, il y a un positron, donc qui est un peu son parent, donc, enfin son frère, selon cette espèce de symétrie. Et il a la même masse, il a la charge électrique opposée. En fait, toutes les charges en fait, qu'on peut y mettre sont opposées. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai pas mal travaillé. Parce que justement, on se pose la question, est-ce que la symétrie matière-antimatière est parfaite ou pas? Et on trouve que la symétrie n'est pas exactement parfaite, mais presque. Donc, tout est dans les presque, et donc cette asymétrie qui n'est pas parfaite nous permet peut-être de comprendre cette question, qui est la question liée à la matière. C'est-à-dire pourquoi on a eu un petit excès qui s'est formé, donc lié à cette asymétrie. Mais pour dire, donc, on pense que autour de nous, l'antimatière, ça fait un peu science-fiction, parce que bon, quand vous en discutez autour de vous, la plupart des gens en fait ne savent pas que l'antimatière existe, qu'elle a été vue, etc. Mais en fait, elle est utilisée activement, parce que par exemple, ce n'est pas juste une curiosité des chercheurs, vous avez des méthodes d'imagerie médicale qui fonctionnent avec l'antimatière. Donc, c'est les très connues caméras TEP, tomographie à émission des positrons. En fait, c'est pas seulement une curiosité, mais c'est quelque chose. Mais bon, enfin, il faudrait une conférence peut-être l'année prochaine. Mais je peux te poser une question quand même. Quand on parle de positrons, ça a l'air facile, disons, de simplement faire un électron, le positron, mais est-ce qu'on peut faire des anti-atomes? Jusqu'où on a été dans l'antichimie? Oui, alors on a fait des antiprotons. Et on est arrivé à produire tout récemment quelques atomes d'antihydrogène, c'est-à-dire dans lesquels on a un antiproton et un positron, c'est-à-dire que c'est un peu les symétriques, si vous voulez, de l'atome d'hydrogène, donc avec un proton et un électron. Donc là, vous renversez, vous prenez les antiparticules de l'un et de l'autre, et on a pu voir qu'effectivement elles sont liées, etc. Mais on en a produit juste quelques exemplaires. Et à côté de moi, donc dans quelques bureaux à côté, donc il y a une équipe de chercheurs qui est en train de monter une expérience pour voir si l'atome d'antihydrogène, est-ce que si je le produis, si je le lâche ici, est-ce qu'il va tomber ou il va descendre? Enfin, je veux dire, il va tomber ou il va monter? Et c'est une question qui semble idiote, mais personne jusqu'ici a regardé ça. Et bon, les théoriciens, bien sûr, nous disent que ça va tomber, c'est sûr, mais nous, on a des doutes, donc on va vérifier cela. Mais bon, ça prend beaucoup de temps et d'efforts parce que c'est très difficile à produire. Mais si ça tombe, ça ne fait pas une petite bombe atomique, ça ne fait pas quelque chose d'embêtant? C'est tout petit. Vous avez parlé du phénomène de placement. En fait, dans les particularités, je me demandais que le soleil peut être particulier du soleil, c'est une nouvelle source ponctuelle, en fait, il n'y a pas un effet moyen, en fait, qui fait que les choses ne sont pas cohérentes entre elles. C'est une bonne question. En fait, oui, bien sûr,
composants ne sont rien en phase. Et donc, si elles sont produites de cette différence, il y aura un déphasage, donc on ne devrait plus voir des oscillations. Donc, en fait, on s'est posé cette question. Les sources qu'on a actuellement à disposition sont relativement ponctuelles. On n'est pas sensible à mais c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de physiciens qui sont penchés sur la question et il y a des débats, même des controverses sur pourquoi on voit des oscillations. Parce qu'en fait, si je n'ai pas dit, si je n'ai pas remarqué, c'est des oscillations qui ont lieu avec une cohérence phénoménale. C'est-à-dire qu'on voit des oscillations à des milliers de kilomètres. Et là, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Tout à l'heure, par exemple, dans ton expérience, là, tu détectes des neutrinos. Comment tu sais que c'est des neutrinos? Non, c'est des taux. Enfin, comment tu sais que à la source, c'est des taux? Ah, bah justement, c'est pour ça on les mesure. Ça, on les mesure. À la source, tu ne peux pas les mesurer, tu mesures que. À l'endroit de l'expérience. Ah, bah non, c'est pour ça qu'on fait une expérience assez courte. Je dis. Je ne vais pas pouvoir insister, mais là, c'est une station de mesure des neutrinos tout près de la cible, donc à 200 mètres de la cible. Donc on a installé notre détecteur qui a un système assez complet, assez sophistiqué. Donc nous avons travaillé au moins 4 ans pour construire ces grandes chambres dans lesquelles on peut détecter les particules chargées. Donc c'est un détecteur à 3 dimensions des particules chargées. Donc c'est assez intéressant. Donc, je vous ai montré juste ces clichés parce que c'est assez parlant des interactions des neutrinos, mais en fait, il y a un côté quantitatif qui est un peu derrière l'exposé, parce que l'exposé, on pense que les chercheurs passent leur temps à prendre des jolis clichés, mais en fait, pour chaque cliché, après, on apprend plutôt des milliers ou des dizaines de milliers, et on passe plusieurs mois ou années à les dépouiller, à essayer de construire en fait. Reconstruire tout ce qui s'est passé dans chaque élément et donc on sait exactement combien de neutrinos on a produit, de quel type, quelle énergie, comment ils interagissent, etc. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans les dernières années. Est-ce que vous pourriez indiquer la masse d'un neutrino? Comment? Est-ce que vous pourriez indiquer un ordre de grandeur de la masse d'un neutrino? En fait, je ne sais pas exactement. Je pense que je suis transparent. S'il n'est pas disparu comme ce que je fais faire. Voilà. Mais en fait, les neutrinos, alors on sait qu'ils ont une masse. Et en fait, on sait ça depuis 10 ans. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est pas... mais en fait, avec la méthode, on sait qu'ils ont une masse parce qu'ils oscillent. Donc, il y a ce phénomène d'oscillation qui est lié de façon vraiment claire à l'existence d'une masse. Pour ce qui est de leur masse absolue, en fait, avec les oscillations, on mesure leur différence de masse. Et donc, il y a d'autres méthodes dont je vais vous parler qui nous permettent de dire quelle est leur masse. Et pour l'instant, ces méthodes ne donnent pas des mesures, mais ce qu'on appelle des limites supérieures. C'est-à-dire qu'on peut dire que les neutrinos sont plus légers que... et donc, on sait que c'est à peu près de l'ordre de l'électron. Alors, ça ne parle pas trop, mais donc, pour dire la particule la plus légère que nous connaissons élémentaire, donc c'est l'électron. Qui a une masse qui est plutôt de l'ordre d'un demi-MeV, donc millions d'électronvolts. Donc vous voyez, donc, il y a ici les 6 ordres de grandeur dont je vais parler. Donc la masse la plus lourde ici dans ces particules élémentaires, c'est les particules de matière, c'est les quarks top, qui a de l'ordre de 200 GeV. Donc là, on a les GeV, donc on a 9 ordres de grandeur plus 2, donc 11 ordres de grandeur. Et en fait, je vous remercie pour la question, parce que c'est tout le problème. Tout le problème des neutrinos, c'est de comprendre est-ce que c'est des petites bestioles qui font partie de cette famille-là, et donc, bon,
présentent un intérêt, mais peut-être pas trop grand, ou est-ce que c'est des particules qui se situent en fait dans un autre, qu'on a un peu mis dans ces modèles, mais qui en fait, ils n'y appartiennent pas vraiment. Et en fait, l'indice le plus dérangeant, c'est cette masse, parce qu'on s'attendrait à qu'il soit un peu ici. En fait, il y a deux choses à dire. Il n'y a aucune théorie qui nous explique pourquoi la masse des particules élémentaires est scellée. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on aimerait bien savoir. Et deuxièmement, on ne sait absolument pas pourquoi les neutrinos sont si légers. Ça, c'est un autre détail qui cloche dans les tableaux. Et juste pour dire, c'est des méthodes, en fait, pour les mesurer, on ne regarde pas trop sur Terre, mais on regarde dans le ciel. C'est-à-dire que pour chaque proton qu'on a sur Terre, il y a 1 milliard de neutrinos éparpillés quelque part dans l'univers, donc on flotte dans une espèce de gaz de neutrinos. C'est les particules les plus abondantes après les photons. Et donc, ils ont un rôle dans la formation des galaxies, ce qu'on appelait les structures dans l'univers. Donc, s'il y avait une masse trop importante, ça laisserait vraiment des signes, en fait, des traces sur la distribution des galaxies, en fait, de la matière. Donc, c'est pour ça que les expériences les plus performantes pour dire quelle est cette masse, ne se font pas en labo, mais se font avec des satellites en regardant la distribution des galaxies. Si petite soit-elle, comment on a pu penser qu'il pouvait aller plus vite que les Mais non, je pense que ça vient un peu d'ici. C'est-à-dire qu'on s'est dit, les neutrinos sont un peu spécifiques, c'est un peu à part. Donc, on va quand même, ça c'est une bonne question de dire, on mesure quelle est leur vitesse à laquelle ils se propagent. Ça, je pense que comme expérimentateur, je ne peux pas te donner tort. Je pense que c'est une bonne, c'est un peu comme l'antihydrogène, est-ce qu'il tombe ou est-ce qu'il tombe? Voilà, c'est une bonne question. On peut autant avoir toutes les théories qu'on veut. Je pense que les juges de paix en physique, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui tranchent. Mais par contre, les expériences, c'est une expérience assez complexe, et des fois on se trompe. Voilà, là, effectivement, on a pu penser qu'il voyageait plus vite que la lumière, mais en fait, c'était une expérience assez compliquée. En fait, c'était juste, c'était un détail bête qui tue, c'est-à-dire c'était un connecteur, je ne sais pas si tu connais l'histoire, c'était un connecteur qui était mal enfoncé dans son... Donc voilà. Mais toi, tu mesures la vitesse, ils vont à quelle vitesse le tien? Les neutrinos, c'est assez simple, ils vont tous pratiquement à la vitesse de la lumière. En fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement légers que comme on les produit dans des réactions nucléaires dans lesquelles les champs d'énergie est de l'ordre du MeV, donc 1 million de fois, disons naturellement 1 million de fois plus d'énergie que leur masse repos, donc ça veut dire qu'ils sont tous ultra-relativistes. Tous ultra-relativistes. Donc après, c'est pour ça qu'il faut les laisser propager sur des grandes distances, comme ça a été fait dans l'expérience en Italie, pour pouvoir voir précisément, parce que plus on les laisse propager, plus on est précis sur est-ce qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière ou ça l'écarte. Dernière question. Non, vous savez tous le niveau. Merci, on va Attendez, ne partez pas, ne partez pas.